Bonjour et bienvenue sur Algomus. Aujourd'hui, nous continuons à traiter le programme de mathématiques des BTS compte à gestion et nous allons parler du chapitre probabilité statistique et plus précisément de la loi uniforme. Alors la loi uniforme, c'est la première loi continue que l'on va étudier et donc on va essayer de comprendre un petit peu comment elle fonctionne et quelles sont les propriétés que l'on peut calculer son espérance par exemple. On va regarder un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. La loi uniforme, c'est un cas de loi continue qui est assez simple en fait à comprendre et qui va nous permettre en fait d'utiliser pas mal de choses que nous aurons compris sur la loi uniforme pour utiliser une loi un petit peu plus complexe, la loi normale. Mais pour l'instant, consacrons-nous en fait à la loi uniforme et essayons de voir un peu comment ce que nous dit cette loi et quelles sont les informations que l'on peut en tirer. Donc les lois uniformes continues forment une famille de probabilités à densité caractérisée par le fait que tous les intervalles de même longueur inclus dans le support de la loi ont la même probabilité. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que dans la loi uniforme, en fait, tous les individus ont une équiprobabilité en fait de chance de sortir. C'est-à-dire en fait qu'il y a uniformité des probabilités pour chacun des individus dans un intervalle. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans des lois discrètes, comme par exemple quand je lançais un dé, eh bien chaque face avait une chance sur 6 en fait d'apparaître. Le problème du dé, enfin, non, le dé marche très bien, il n'y a pas de problème, mais le dé en fait, c'est une loi à valeur discrète puisque effectivement je ne peux avoir que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne peux absolument pas avoir des valeurs, je ne peux pas avoir 1,5 ou je ne peux pas avoir 2,75. Donc je ne peux pas avoir l'intervalle de valeurs 1 à 6. Je peux avoir simplement 6 valeurs entières. Et bien avec la loi uniforme continue, eh bien nous allons donner un intervalle et n'importe quelle valeur de cet intervalle en fait pourrait être choisie. C'est comme si jamais je vous faisais un petit jeu et je vous demandais de choisir un nombre de 1 à 100 et moi je dois le deviner. À chaque fois que je vous dis un nombre, vous me dites si c'est plus ou moins. Alors si vous le faites avec des valeurs discrètes, ça veut dire que vous prenez un nombre entier qui va de 1 à 100 et j'ai mes chances de réussir. Si jamais vous comprenez le jeu comme étant en fait une loi continue, eh bien vous pourriez très bien choisir, je sais pas, 36,375, 922, 824 et ainsi de suite. Et j'aurais finalement très peu de chances d'y arriver. Et pourtant, en fait, le nombre que vous avez sélectionné, même s'il a beaucoup de chiffres après la virgule, il est effectivement dans l'intervalle 0-100. Donc, on va essayer de comprendre un peu comment marche la loi uniforme, on va la représenter graphiquement et en sortir ses propriétés. Alors la densité de probabilité de la loi uniforme continue est une fonction qui porte sur l'intervalle AB. Effectivement, la loi uniforme, elle va être définie simplement sur un intervalle qui va d'une borne minimum A à une borne maximum B. Et cette fonction, en fait, cette densité de probabilité, on va la décrire comme ça. Elle a 1 sur B moins A lorsque X en fait se trouve dans l'intervalle AB, c'est-à-dire que c'est la probabilité que X va apparaître, et elle est à 0 sinon. C'est-à-dire que comme la loi n'est en fait présente que sur l'intervalle AB, avant A, j'ai aucune chance en fait d'avoir un individu, et après B, je n'ai aucune chance non plus d'avoir un individu. C'est pour ça que j'ai 0. J'ai donc la loi qui est définie sur l'intervalle AB, mais pour les inférieurs à A et supérieurs à B, j'ai 0. Voilà comment on définit en fait cette loi. Alors on va essayer de comprendre un peu d'où sort ce 1 sur B moins A, et je vous propose en fait une petite activité graphique. On va essayer de tracer la densité de probabilité représentée par cette fonction qui porte sur l'intervalle de 5. On va commencer par tracer un repère orthonormé, avec un axe des abscisses et un axe des ordonnées, et on va placer sur l'axe des abscisses les valeurs 2, 5 pour bien montrer en fait qu'on est sur cet intervalle-là. Et ensuite, on va tracer un rectangle d'R1, puisque je vous rappelle que la somme des probabilités donne toujours 1, ça veut dire que quand vous avez regroupé la somme des probabilités, vous obtenez 100% des individus. 100% c'est 100 sur 100, donc c'est 1. Donc on va avoir un rectangle d'R1. Et on va essayer de mettre en lumière, en fait, cette fonction de densité de probabilité. Alors on va s'y mettre. Je vais prendre Excel, ça va être un petit peu plus simple. Je vais donc faire un repère orthonormé. Il va donc y avoir un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Alors je vais les tracer tout simplement avec les bordures d'Excel. Donc ici j'ai un axe des abscisses et j'ai un axe des ordonnées. Et puis je vais... Hop, voilà. Je vais dire que ici on a la valeur 0. Alors je vais peut-être aligner ça à droite pour que ce soit plus clair. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, c'est pas la peine que j'aille tellement plus loin. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on me demande maintenant? On me dit, voilà, j'ai commencé par tracer un rotor orthonormé et je vais placer sur l'axe des abscisses les valeurs 2 et 5. Ok. Valeurs 2 et 5, ça veut dire que ici je suis à 2. Voilà. Je vais tracer ça comme ça. Et ici je suis à 5. Comme ceci. Ok, donc on voit que je suis en train de dessiner un espèce de rectangle entre les valeurs 2 et 5. Ok, ça marche. On va tracer un rectangle d'R1 des individus dont l'un des côtés est le segment de l'axe des abscisses entre 2 et 5. Ok, alors ici vous voyez que là, je vais finir mon rectangle, alors je vais le mettre un petit peu plus grand, voilà. J'ai tracé mon rectangle en fait de 2, je suis parti de 2, je suis arrivé à 5 et j'ai tracé en fait mon rectangle. Alors le rectangle pour l'instant, j'en connais pas la hauteur. Par contre, je connais l'aire du rectangle, je sais que l'aire de ce rectangle, c'est 1. Ok. Et maintenant, on va faire un petit peu de géométrie, tout simplement. Si l'aire du rectangle est à 1, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Hop, je vais prendre un petit bloc-notes. Je vais prendre un petit bloc-notes et... bah, en fait, comment je calcule l'aire d'un rectangle? L'aire d'un rectangle, tout simplement, c'est longueur fois largeur est égal à l'aire. Alors, qu'est-ce que je connais ici? Bah, je connais l'aire. Je sais que l'aire ici est égal à 1, on me le dit. Pourquoi c'est égal à 1? Parce que le rectangle, en fait, contient 100% des individus. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que je connais? Bah oui, regardez. Puisque je suis sur l'intervalle 2, 5, je connais aussi la longueur du rectangle. La longueur, en fait, c'est la différence entre 2 et 5, et on voit qu'ici, j'ai 3 unités. Comment je le retrouve? Eh bien, je fais tout simplement 5 moins 2, qui me donne 3, c'est la longueur de mon rectangle. Ok. Donc, la longueur de mon rectangle, bah, je la connais aussi. Je vais le mettre ici. La longueur de mon rectangle, c'est, en fait, 5 moins 2. Ok, donc la longueur de mon rectangle, c'est 3. Ok. Donc je sais que 3 fois la largeur est égale à 1. Ok? Bah, je peux en déduire la largeur, en fait, tout simplement. Comment je fais ça? Eh bien, ici, j'ai 3 fois la largeur. Il faut que j'arrive à isoler la largeur. Pour l'isoler, il faut que je divise le membre de gauche par 3. Hop. Je vais diviser le membre de gauche par 3. Et c'est ce que je vais faire aussi sur le membre de droite. Donc ici, je vais diviser par 3. Ici, je vais aussi diviser par 3. Et donc, effectivement, ici, sur la partie de gauche, ben, fois 3 divisé par 3, ça va me faire fois 1. Donc ici, il va me rester largeur. Et la largeur, il va me rester 1 tiers. Ok, ça marche. Donc ici, sur la hauteur, je sais que la hauteur, ici, en fait, je vais avoir ici 1 tiers. Ah. Ouais, ça c'est nouveau du Excel. Format de cellule, nombre. Ok. Non. Ok, 0,33, 1 tiers. Donc en fait, ici, effectivement, ce que je vais avoir ici, c'est 1 tiers. J'ai donc en fait un rectangle, alors il n'est pas à l'échelle, hein. J'ai un rectangle en fait qui a donc une longueur de 3 et une hauteur de 1 tiers. Et effectivement, si je fais 3 fois 1 tiers, je retrouve bien les 1 de l'aire. Ok, ça marche. Alors généralisons et essayons de voir maintenant, donc on a fait une petite application qui marche bien. Maintenant, je veux tout simplement généraliser. Tout simplement, maintenant, j'ai plus des chiffres là. Je sais juste en fait que mon rectangle démarre à A et s'arrête à B. Et je vais reprendre en fait mon petit calcul ici, et je vais refaire mon calcul, mais cette fois-ci à partir des variables A et B, comme ça en fait j'aurai le cas générique. Alors qu'est-ce qui ne change pas? Bah, ce qui ne change pas, c'est que dans mon rectangle, j'ai toujours la longueur fois la largeur qui est égale à l'aire. Ça reste toujours pareil. Sauf que cette fois-ci, en fait, bah, je n'ai plus des valeurs numériques 5 et 2, mais comment j'arrive à trouver en fait la longueur qui sépare A et B? Bah, je continue, en fait, je prends B et je lui soustrais A. Je vais en fait avoir la longueur qu'il y a entre A et B. Ok, donc je sais que ici, que A moins B fois la largeur, en fait, est égal à 1.
une fois de plus, je vais isoler la largeur. Mais comment j'isole la largeur? Eh bien, tout simplement, sur le membre de gauche, alors b-a, c'est une constante, hein, donc je peux diviser par b-a, il faut juste que je vérifie que b-a ne soit pas égal à 0. Alors, comment ça pourrait être égal à 0? Eh bien, si vous avez a qui est égal à b. Okay, si vous avez a qui est égal à b, vous avez 0, et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas diviser. Là, je vais considérer que ce n'est pas le cas. Donc, je vais pouvoir diviser, en fait, le membre de gauche par b-a. Ok, et il ne faut pas que j'oublie de faire exactement la même chose sur le membre de droite. Dans le membre de gauche, je multiplie par b-a et je divise par b-a, c'est comme si je multipliais par 1. Il me reste donc, dans le membre de gauche, il me reste largeur. Ok, et largeur égale quoi? Largeur égale à 1 sur b-a. Donc effectivement, voici la forme générique, hein, donc c'est ce qu'on avait récupéré. Et je viens de vous donner l'explication de comment est-ce qu'on arrive à le retrouver. C'est donc la densité de probabilité de la loi 1 sur b-a, sachant que la loi n'est définie que sur AB. Voilà. Donc c'est là d'où sort en fait ce 1 sur b-a. Vous pouvez le voir géométriquement, c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête, comme étant en fait la largeur du rectangle d'R1. Donc si jamais vous avez oublié la formule 1 divisé par b-a pour retrouver la densité, eh bien, vous pouvez, en fait, simplement, avec ce petit graphique, en fait, la retrouver. Ok. Donc, on vient de prouver, effectivement, que l'ordonnée K des deux autres points, eh bien, je pouvais le retrouver. Alors, dans la première version chiffrée, on était sur une ordonnée à un tiers, et puis maintenant, là, on a la version généralisée. On voit, en fait, que la largeur, en fait, c'est 1 sur b-a. Ok. Donc la construction, on la retrouve ici, hein, gardez tout simplement l'idée que ce petit rectangle, alors on voit vraiment la loi uniforme en fait qui a été dessinée, hein, c'est-à-dire qu'avant 2, en fait, elle est à 0, puisqu'en fait il n'y a pas d'individu, et après 5, elle est à 0 aussi parce qu'il n'y a pas d'individu. Et le seul moment où il y a des individus concernés par cette loi, c'est sur l'intervalle de 5. Ok, et comme tous les individus sont là, eh bien l'aire de ce rectangle est à 1. Voilà. Donc ça témoigne bien, cet aspect rectangulaire, hein, ce truc plat au-dessus, montre bien en fait que chaque élément a bien la même probabilité que n'importe quel autre élément en fait de sortir. Ok. Maintenant qu'on a compris comment est définie une loi uniforme, ce que je vous propose c'est de calculer des probabilités sur cette loi uniforme. Ok. Donc c'est-à-dire que, effectivement, si je prends l'intégralité du rectangle, ou si je prends l'intégralité de l'intervalle AB sur lequel est définie la loi uniforme, je vais avoir tout le monde. Mais maintenant, comment est-ce que je peux dégager une proportion de cette population globale? Par exemple, si je reprends ce que j'ai pris tout à l'heure, c'est je voudrais calculer la probabilité pour qu'un individu, utilisant la loi uniforme qui est définie sur l'intervalle de 5, se trouve en fait entre 2,5 et 4. Alors comment je peux comprendre ça si j'ai un petit peu du mal à comprendre cette probabilité? Imaginons, simplement, de dire par exemple que le rectangle que j'ai ici, ou je vais rester là-dessus, le rectangle gris que j'ai ici, c'est tous les éléments. Et le rectangle bleu, j'essaie de savoir en fait quelle est la probabilité pour que en fait, quelque chose soit dans le rectangle bleu. On va l'imaginer un petit peu. Imaginons par exemple que vous avez acheté un terrain rectangulaire, et ce terrain rectangulaire, c'est le gris. Okay, et vous savez que sur ce terrain rectangulaire, il y a un trésor. Okay, donc la probabilité pour que le trésor se trouve sur votre terrain, elle est de 1. Okay, puisqu'il y a un endroit en fait où votre trésor est présent. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la probabilité en fait pour que ce trésor se trouve dans le rectangle bleu. Et vous voyez que le rectangle bleu, il est plus petit que le rectangle gris. Okay, donc je sais que la probabilité va être inférieure à 1, parce que il y a des chances pour qu'il soit dans le rectangle bleu, mais il y a aussi des chances pour qu'il soit dans le rectangle gris, en dehors du rectangle bleu. Voilà. Et bien c'est ça qu'on va essayer de calculer. C'est-à-dire, je voudrais essayer de trouver quelle est la probabilité pour que mon trésor se trouve dans l'intervalle 2,5-4 du champ que j'ai acheté. Ok. Voilà un petit peu concrètement comment est-ce qu'on peut voir les choses. On va essayer de voir comment est-ce que je peux calculer ce genre de probabilité. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut calculer
la probabilité, par exemple, il suffit, on pourrait par exemple faire un calcul d'intégrale. Pourquoi un calcul d'intégrale? Eh bien parce qu'une intégrale, en fait, tout simplement, me donne l'aire qui se trouve, en fait, sous la courbe. Et comme, eh bien, j'ai calculé la hauteur, hein, je sais calculer la hauteur, en fait, de mon rectangle, je peux réutiliser cette hauteur, en fait, pour le calculer directement avec une intégrale. Ça me permettra de savoir si le rectangle gris fait 1, eh bien, quelle est l'aire du rectangle bleu. C'est pas si compliqué à calculer. On peut aussi calculer sans parler d'intégrale. Alors, l'intégrale, c'est intéressant, mais là, en fait, on est sur un cas assez simple, puisque l'aire qu'on essaie de calculer, c'est un rectangle. Et calculer l'aire d'un rectangle, c'est pas très compliqué. Si je reprends un petit peu mon Excel, imaginons par exemple que je cherche une aire en plein milieu. Eh bien, qu'est-ce que je sais en fait de ce rectangle jaune, par exemple? Eh bien, je sais qu'il va avoir la même hauteur que le gris, donc c'est la loi de la densité de probabilité que j'ai calculée tout à l'heure. Là, dans mon exemple, c'était 0,33. Donc, je connais déjà sa hauteur. Est-ce que je connais sa largeur? Je connais sa largeur aussi, puisque dans l'exercice, on me dit que je suis, en fait, défini sur l'intervalle 2,54. 2,54, ça veut dire que je vais de 2,5 jusqu'à 4. Comment je connais la longueur? Je vais faire 4 moins 2,5, ça va me donner 1,5, et je vais récupérer la largeur de mon rectangle. Et donc je vais faire la largeur multipliée par la hauteur, et je vais trouver en fait la probabilité. Alors comment je vais faire? On va faire tout le calcul ensemble, et on va voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc, ce que j'essaie de trouver maintenant, j'essaie de trouver l'aire d'un rectangle en fait. Je vais essayer de trouver l'aire d'un rectangle, du rectangle bleu. Je vais reprendre le schéma qui est ici. Voilà. Alors je sais que là, je continue toujours, hein, je peux toujours faire que longueur fois largeur de mon rectangle est égal à l'aire. Et cette fois-ci, c'est l'aire que je ne connais pas. Ok? Est-ce que je connais la longueur de mon rectangle? Alors oui, je connais la longueur de mon rectangle, puisque c'est ce qu'on me donne dans la probabilité. On me demande la probabilité pour que je sois dans l'intervalle 2,5,4. Donc la probabilité que je sois dans l'intervalle 2,5,4, eh bien la longueur en fait de cet intervalle, il suffit que je fasse 4 moins 2,5. Donc la longueur, je la connais, c'est 4 moins 2,5, c'est-à-dire la largeur du rectangle. Et la largeur du rectangle, la largeur du rectangle, c'est la même que la largeur que j'avais tout à l'heure pour mon rectangle gris. Puisque je suis en loi uniforme, je n'ai qu'une seule largeur. Donc, j'avais calculé que ma largeur était de 1/3. Je n'ai plus que des chiffres, et donc en fait, je peux calculer mon aire. Ici, j'ai 4 moins 1,5, ça fait 1,5, que je multiplie par 1/3 pour récupérer l'aire. Et 1,5 fois 1/3, c'est 1,5 divisé par 3. 1,5 divisé par 3, ça veut dire que mon aire est égal à 0,5. Ok. Donc ça veut dire que si jamais j'ai un rectangle qui est défini, si jamais j'ai une loi uniforme qui est définie sur 2, 5, eh bien la probabilité pour que mon trésor soit dans le rectangle bleu soit de 0,5. Ok. Est-ce que c'est logique? Oui, c'est plutôt logique, puisque effectivement ce rectangle bleu, tout simplement, il fait la moitié de l'aire du rectangle gris. Alors comment je peux le voir? Le rectangle gris, en fait, c'est facile, ils ont tous les deux la même hauteur. Ok. Mais quelle est la longueur du rectangle gris? La longueur du rectangle gris, c'est 5 moins 2, qui est égal à 3. Et quelle est la longueur du rectangle bleu? Le rectangle bleu fait 4 moins 2, 5, qui est égal à 1,5. Et on s'aperçoit que la longueur bleue, elle est exactement la moitié de la longueur grise. Et comme les deux rectangles partagent la même hauteur, évidemment, le rectangle bleu est exactement 2 fois plus petit que le rectangle gris. Voilà. Donc on voit que comme ils partagent la même hauteur, en fait, finalement, il me suffit de garder le rapport entre leur largeur. Ok. Entre leur longueur, pardon. Ils ont la même largeur, il suffit de garder le rapport entre leur longueur. Ok, donc c'est ce qu'on vient de calculer. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive en fait à généraliser. Ok? Très bien. Je vais reprendre cette fois-ci une version généralisée.
on va reprendre l'Excel. Ouais. On va reprendre l'Excel. Alors je vais faire un rectangle un petit peu plus grand, par contre. Hop, je vais aller jusque là. Hop, ça c'est le rectangle que je veux avoir. Et je vais enlever... Hop. Ok, j'ai donc un rectangle en fait qui va de A à B. Et maintenant, je veux chercher en fait quelque chose de quelconque. Je sais que ce gros rectangle-là, il a une aire de 1. Ça, je le sais. Puisque tous les individus sont là-dedans, je sais que, puisque la loi uniforme est entre A et B, et là, je vais juste mettre K pour généraliser aussi. Ou je vais mettre même ici la densité, ben j'arrive à la calculer, hein, c'est 1 de B moins A. Ok. Ok, maintenant, pour généraliser, je vais dire, voilà, ce que j'aimerais, c'est récupérer, en fait, un rectangle ici que je vais tracer en bleu, et je vais tout simplement dire que ce rectangle, hop, je vais faire un peu comme ça pour que ce soit clair, en fait, il est défini entre une certaine valeur C et une certaine valeur D. Ok. Et je vais essayer tout simplement d'arriver à trouver quelle est la probabilité pour que un individu soit compris entre C et D. Ok, alors comment je vais faire? Je vais marquer ça ici. Donc ça va être simplement la généralisation de ce cas. Et je vais dire quelle est la probabilité, en fait, pour que un individu soit dans le rectangle bleu. Ça veut dire que la probabilité que X soit supérieur ou égal à C, et en même temps, X est inférieur à D. Donc, s'il est supérieur à C et qu'il est inférieur à D, il est dans le rectangle bleu. Ok. Et ça, en fait, cette probabilité, je vais essayer, en fait, de la retrouver. Ok. Donc, ça veut dire, en fait, quel est le rapport de l'aire du rectangle bleu sur l'aire du rectangle entier qui est entre A et B. Mais on a vu que ces deux rectangles, en fait, partageaient la même hauteur. Et on va voir effectivement que cette hauteur, en fait, ne rentre pas en ligne de compte puisque c'est exactement la même. Ok, alors qu'est-ce que je vais faire? Il me suffit de faire le rapport entre la longueur du rectangle bleu. La longueur du rectangle bleu, c'est quoi? La longueur du rectangle bleu, si je veux généraliser, c'est tout simplement D moins C. Si je prends la valeur de D et que j'enlève C, eh bien évidemment, j'ai la longueur qu'il y a entre D et C. Et ça, il faut que je le mette en rapport entre la longueur qu'il y a entre A et B. Comment je prends la longueur AB? Je prends B et je lui enlève A. Et là, je vais retrouver en fait tout simplement cette écriture généralisée qui va me permettre de faire le lien entre les deux. Alors, est-ce que ça fonctionne si jamais je reprends les rapports des longueurs de l'exercice que j'avais tout à l'heure? Alors, la probabilité, tout simplement, ici, comment je vais la faire? Je vais faire la probabilité du rectangle bleu sur la probabilité du rectangle gris. Et si je prends mon 1,5 et que je divise par 3, eh bien j'obtiens les 0,5. C'est ce que j'avais calculé, en fait, avec mon calcul d'air. Ok? Donc j'arrive ici, en fait, sur la version généralisée, où, finalement, je fais juste un rapport entre... en fait, entre les longueurs du carré blanc et du carré bleu. Pareil, si jamais vous avez du mal à retrouver, en fait, cette probabilité, eh bien, imaginons que vous pouvez la retenir, en fait, avec un produit en croix. Par exemple, vous dites, eh bien, quand je me situe entre A et B, j'ai 100% des individus. Donc, B moins A, c'est égal à 100% des individus, c'est-à-dire A. Et moi, ce que je cherche, en fait, c'est quelle est la probabilité pour que je me trouve entre D moins C. Pardon. D moins C. C'est-à-dire que je me retrouve dans le triangle bleu. Et en fait, c'est ça que je cherche. Et là, je peux utiliser, en fait, tout simplement, le produit en croix. Cette probabilité que je cherche ici, c'est la probabilité pour que X soit supérieur ou égal à C, ou soit inférieur ou égal à D. Ok?
Bah, que me dit le produit en croix ici? Bah, le produit en croix, il me dit tout simplement de faire D moins C fois 1 divisé par B moins A. Et j'arrive de nouveau en fait à calculer mes éléments. Voilà. Donc, si jamais vous avez oublié comment calculer simplement la probabilité pour qu'un individu se retrouve dans un intervalle, vous pouvez le retrouver en fait avec le produit en croix, en posant tout simplement que si vous prenez tout le domaine de définition de la loi uniforme, vous avez 100% des individus. Si vous cherchez seulement sur une partie de cette loi, eh bien vous cherchez cette probabilité-là. Et donc vous n'avez plus qu'en fait à mettre les éléments ensemble. Ok, donc on a expliqué d'où vient la règle de la densité de probabilité, et on a vu aussi comment calculer une probabilité en partant en fait d'une loi uniforme qui a été définie. Comme dans toutes les lois de probabilité, on a aussi des indicateurs qui peuvent nous donner des idées en fait sur comment fonctionne cette loi. Et donc, une des premières propriétés que l'on peut mettre en lumière, c'est l'espérance. L'espérance, comment est-ce qu'on l'interprète en probabilité? C'est tout simplement la valeur que l'on s'attend à trouver en moyenne si jamais en fait on répète l'expérience. Alors quelle est la valeur qu'on risque de trouver en moyenne? C'est-à-dire que on va récupérer un nombre au hasard sur l'intervalle de 5 par exemple, et qu'est-ce qu'on va en moyenne en fait retrouver? Bah, en moyenne en fait on va retrouver quelque chose qui paraît un petit peu assez logique. En fait on va retrouver en fait le milieu de l'intervalle. Donc une loi uniforme qui est en fait décrite sur l'intervalle AB, eh bien son espérance va tout simplement être la borne min plus la borne max divisée par 2. Et vous voyez que dans cette écriture, quand on prend deux nombres, on les additionne et on divise par 2, en fait on se retrouve avec un calcul de moyenne. En fait on va faire une moyenne entre la borne minimum et la borne maximum. Donc si on a par exemple une loi uniforme qui est définie sur l'intervalle 2, 5, eh bien je prends la borne minimum et la borne maximum, ça fait 2 plus 5, 7, divisé par 2, ça fait 3,5, et on s'aperçoit effectivement que graphiquement, ce 3,5 divise en fait la représentation graphique de la loi uniforme en deux, c'est-à-dire que le rectangle est coupé exactement en son milieu. Ce qui est plutôt logique, hein, puisque c'est la moyenne, et donc en fait la moyenne ça va servir à trouver le milieu, tout simplement, de ma loi uniforme. Alors comment je peux l'expliquer par calcul? Comment je peux l'expliquer par calcul? Eh bien tout simplement, on avait vu que pour les lois discrètes, que l'on avait étudiées, genre la loi binomiale par exemple, si jamais l'espérance était tout simplement, à chaque fois, la valeur attendue multipliée par la probabilité en fait que cette valeur apparaisse. À la fin c'était divisé par la somme des probabilités, mais comme la somme des probabilités est à 1, en fait à la fin on divise par 1. Mais donc on a la somme des valeurs multipliées par la probabilité. Alors ici en fait, quand on a une valeur continue, on ne peut pas utiliser la somme, tout simplement parce que si jamais je prends mon rectangle ici, et que je disais, par exemple, quelle est la probabilité en fait pour arriver pile sur une valeur. C'est-à-dire que, imaginons par exemple, je prends une valeur ici, h, quelle est la probabilité en fait pour avoir pile h? Et bien la probabilité pour avoir pile h, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que x est inférieur ou égal à h et supérieur ou égal à h. Et donc en fait le problème ici c'est qu'on va avoir un rectangle en fait qui va avoir une longueur nulle. Et donc si vous avez un rectangle qui a une longueur nulle, eh bien il y a peu de chances en fait que ce rectangle puisse avoir une aire. Si jamais vous avez la longueur qui est égale à 0, peu importe sa largeur, vous allez en fait avoir une aire qui est à nul. Donc je ne peux pas utiliser la somme puisque la somme en fait me ferait en fait une somme de 0. Donc quand on est dans une loi continue, on va utiliser l'intégrale. Je vous rappelle que l'intégrale, c'est une fonction qui vous permet de calculer l'aire sous la courbe. Et donc ici, on va prendre la même chose, on va prendre la valeur de x multipliée par la probabilité, mais cette fois-ci pas la probabilité, on va utiliser la fonction en fait de densité. Ok, alors on va faire le calcul ensemble. Je vais juste reprendre mon petit calcul. Hop. Et on va le faire ensemble, étape par étape, pour voir qu'on arrive bien par calcul à récupérer
ce que l'on avait mis sur pied dans la fonction de densité. Dans la calcul de l'espérance. Je vais donc ouvrir un petit Word et je vais y mettre mon calcul de l'espérance. Ok. Alors qu'est-ce que c'est que je vais calculer l'espérance sur l'intervalle A, B, avec mon intégrale. Je vais prendre la valeur de x et je vais multiplier par... Alors sur AB, eh bien sur l'intervalle AB, je connais en fait ma fonction de densité. Il suffit que je reprenne le cours. C'était la première slide qu'on avait vue. La fonction de densité, on avait vu que c'était 1 sur B moins A. C'était en fait le calcul de largeur qu'on avait fait. Ok. 1 sur B moins A. Donc en fait, je m'aperçois que 1 sur B moins A, ça ne dépend absolument pas de x. 1 sur B moins A est une constante. Ok. Donc je vais faire ça comme ça. Je vais remplacer ici 1. Je vais insérer hop, une équation manuscrite et je vais avoir ici 1 sur B moins A. Ok. Donc B moins A est une constante. B moins A étant une constante, eh bien je vais pouvoir la sortir de l'intégrale. J'ai rien à faire en fait au niveau de l'intégrale. Donc dans l'étape dessous, je vais dire voilà, B moins A, c'est une constante, je la sors de l'intégrale. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à faire l'intégrale en fait de x sur l'intervalle AB. Ok, ça marche. Donc il va falloir que je trouve une primitive de x. Alors primitive de x, pas très compliqué, hein, c'est tout simplement, je vais l'écrire comme ça, c'est la fonction... Ah, je vais quand même faire avec une... Pour que ce soit joli, je vais quand même utiliser une expression manuscrite. Hop. C'est donc en fait, on va retrouver x au carré sur 2. Alors il faut connaître un petit peu comment fonctionnent les primitives. Hein. Ah, j'aurais mieux fait de faire... Alors attends, je vais écrire tout le truc. Je vais me retrouver avec x au carré sur 2. Ok, crochet. Crochet entre A et B. Ah, voilà. Donc, alors pourquoi x au carré sur 2 est une primitive? Bah, tout simplement, si vous vous souvenez bien, si vous prenez par exemple x au carré, que vous le dérivez, vous arrivez sur 2x. Or moi, j'ai pas 2x, j'ai x. Donc ça veut dire que le 2, il faut que je l'annule. Donc c'est bien x au carré sur 2, la primitive, puisqu'effectivement, je vais avoir 2x sur 2, les deux vont se simplifier, et il va me rester x. Ok, donc je vais faire x au carré entre b et a, et ça, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, tout simplement, ça va être, hop, la constante, je vais la garder, et de l'autre côté, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, je vais mettre ça en facteur, ok. Ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir b au carré sur 2. Ouais. Alors, je vais enlever... Est-ce que je peux me débarrasser des crochets? Non. Et je vais avoir de l'autre côté moins a au carré sur 2. Alors, je vais me débarrasser de ça. Est-ce que je peux me débarrasser des crochets? Non. Je vais laisser comme ça. Ok, j'ai b au carré moins 2, b au carré sur 2, moins a au carré sur 2. Ok. Ça, comment je l'écris? Alors déjà, les b au carré et a au carré sont tous les deux sur 2, donc ce que je peux faire déjà, c'est... je vais faire b au carré moins a au carré, le tout sur 2. Ok, ça marche. Hop, j'ai pas besoin forcément des parenthèses ici. Ok, alors comment je m'en sors? Comment je m'en sors? J'ai 1 sur b moins a, et là j'ai b au carré moins a au carré. Alors en fait, on va s'en sortir avec une identité remarquable. Et on sait en fait, dans les identités remarquables, il y en a une qui va nous servir, qui est en fait que quand j'ai a au carré, tiens, je peux carrément l'écrire dans le même truc ici, quand j'ai b au carré moins a au carré,
En fait, ça c'est égal à quoi? C'est égal à A moins B facteur de... Non. Je l'écris dans l'autre sens. A, B moins A facteur de B plus A. Et je vais utiliser cette identité remarquable pour en fait décomposer le numérateur en fait de la deuxième fraction. Donc, je vais avoir ici, je vais avoir B moins A que multiplie B plus A. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je me retrouve avec B moins A ici, en bas, et je me retrouve avec B moins A en haut. Ça veut dire que je peux simplifier l'expression par B moins A. Ici, il me reste donc 1, et ici, j'enlève B moins A, et il me reste B plus A. Ok? Je me retrouve avec une fraction ici 1 sur 1. Alors 1 sur 1, c'est égal à 1. Et donc, en fait, il me reste uniquement la fraction ici, je peux m'en débarrasser. Et il me reste donc simplement B plus A sur 2. Et donc, effectivement, je suis arrivé à redémontrer par calcul, en fait, l'espérance. Donc l'espérance, au niveau du BTSCG, on ne vous redemandera pas de réexpliquer d'où elle vient. Par contre, on vous demandera de connaître la formule. Et donc, gardez juste à l'esprit, si vous voulez le retenir facilement, que quand on vous donne un intervalle AB, en fait, l'espérance, c'est juste la moyenne, donc c'est-à-dire la borne max plus la borne min divisée par 2, et vous allez récupérer votre espérance. Voilà, donc on a expliqué en fait comment était calculée l'espérance et d'où sortait cette valeur. Bien. Nous allons conclure en fait sur un petit exercice de la loi uniforme pour bien comprendre en fait, bien ancrer en fait les notions que l'on vient de voir et contextualiser un petit peu pour voir dans quel domaine en fait pourrait être formulée la loi uniforme. Alors ici, dans cet exercice-là, on nous dit qu'on attend une livraison qui est prévue entre 10h et 15h. Ok ? Soit x la variable aléatoire associée au temps d'attente en heures à partir de 10h. Ok, donc on va considérer en fait le temps d'attente en heures et on va considérer comme 10h étant le temps 0. Ok, donc ça veut dire que si quelqu'un vient à 11h, il viendra au temps 1, c'est-à-dire 10h étant le début, il vient 1 heure après le début. Donc suit la loi uniforme 0,5. Alors pourquoi 0,5 ? Parce que 10 heures correspond au 0 et 5 heures après 10 heures correspond à 15 heures. Ok, on va déjà essayer de mettre ça en place. On va avoir des quarts d'heure aussi, donc on va prévoir un petit peu de mettre ces éléments-là. Donc on a 0, ça considère, vous pouvez faire une deuxième graduation ici, 0 on va considérer que c'est 10 heures. Là, hop, je vais faire aucun remplissage, et là je vais tout simplement reprendre mon axe. Alors puisqu'on parle de quart d'heure, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prévoir déjà, donc là j'ai 0, écart et demi 45, 1, écart et demi 45, 2, et écart et demi 45, 3, 45, 4, 1, 2, 3, 5. Ok. Donc là j'ai 10 heures, ici j'ai 11 heures, ici j'ai midi, je peux faire une double graduation si jamais, voilà, j'ai 13 heures, j'ai 14 heures et j'ai 15 heures. Donc effectivement, le livreur viendra entre 10 heures et 15 heures. Ok. Et ce que me demande l'exercice, c'est tout simplement le nombre d'heures écoulées depuis le début de la période de livraison. Donc ici 0 ça me fait 10 heures, 1 ça me fait 11 heures, 2 ça me fait 12 heures. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on nous demande maintenant ? Hop. Alors, soit x la variable aléatoire associée au temps d'attente en heures à partir de 10 heures, quelle est la probabilité que le livreur passe avant midi 15 ? Alors avant midi 15, donc là on a en fait la loi de probabilité qui est définie ici, toujours avec la densité, oula, non, carreau, hop, toujours avec la loi de densité, et nous ce qu'on voudrait savoir en fait c'est quelle est la probabilité pour que le livreur passe avant midi 15. Alors midi 15 c'est ici, c'est à 2h25, on a 12h15. Ok, donc pour qu'il passe avant midi 15, en fait, c'est-à-dire quelle est la probabilité en fait pour que le livreur arrive dans cet intervalle de temps bleu.
Ok, donc il y a 100% de chance pour qu'il arrive dans le gros rectangle que j'ai tracé en blanc tout à l'heure. Eh bien, si le livreur en fait se comporte de manière uniforme, c'est-à-dire s'il a autant de chances de venir à n'importe quel moment dans cet intervalle-là, quelle est la probabilité en fait qu'il arrive dans l'intervalle bleu? Ok. Pareil, hein, on peut réutiliser le produit en croix qu'on avait ici, tout simplement. Donc, ce que je cherche, c'est quelle est la probabilité. Alors, je vais garder la forme générale en haut et je vais la réutiliser ici. Quelle est la probabilité, finalement, que mon livreur vienne entre le temps 0 et le temps 2,25? Quelle est la probabilité? Ok. Eh bien, je vais chercher quelle est la probabilité, quelle est la largeur de mon rectangle bleu. Ok. La largeur de mon rectangle bleu, c'est 2,25 moins 0. 2,25 moins 0, ça fait 2,25. Ok. Quelle est la largeur totale de ma loi uniforme sur laquelle elle est définie? Eh bien, ma loi uniforme est définie sur l'intervalle 0, 5. Donc ici, b moins a, ça va faire 5 moins 0, ça va faire 5. Ok. Je peux répondre donc à cette question avec un produit en croix, simplement. Hop. En disant que la probabilité pour que le livreur vienne entre le temps 0 et le temps de 25 est égale à, produit en croix, 2,25 fois 1, et tout ça, je le divise par 5. Donc le fois 1, il n'est pas forcément nécessaire de le noter, hein, ça ne changera pas grand-chose au calcul. Je vais prendre tout simplement ma calculatrice. Ok. Et je vais calculer, voilà, 2,25 divisé par 5, et ça va me donner 0,45. Alors 0,45, c'est la probabilité pour que mon livreur vienne avant midi 15. Ça veut dire qu'il y a 45% de chance pour que le livreur vienne avant midi 15. Si jamais vous voulez le faire avec la formule que l'on avait mis en place pour la probabilité, c'est exactement la même chose. Hein. Vous cherchez la probabilité que x soit entre 0, donc vous voyez que c, je l'ai remplacé par 0, donc je vais déjà le remplacer là. Et que d est soit à 2,25, donc ici vous avez 2,25. Et b moins a, vous savez que c'est l'intervalle sur lequel est définie votre loi uniforme, qui est 5 moins 0, et vous allez, avec la formule, récupérer aussi 2,25 sur 5, qui est égal à 0,45. Deux façons de faire pour retrouver en fait cette probabilité. Ok. Deuxième question, on n'avait pas donné de borne basse pour la première, on va en donner une pour la deuxième. Quelle est la probabilité que le livreur passe entre midi 15 et midi 45? Alors on change un petit peu de ce que l'on cherche. Ici, je vais chercher quelle est la probabilité pour qu'il vienne entre midi 15 et midi 45. Alors midi 45 est ici, c'est 2,75, c'est donc midi 45. Ok. Alors, quelle est la probabilité pour qu'il vienne entre midi 15 et midi 45? Et je vais refaire un petit peu la même chose. Alors, soit vous utilisez la formule que l'on a mis en évidence, c'est-à-dire que vous avez aussi les intervalles maintenant B et C, et vous les injectez. Voilà, vous savez que la probabilité pour que X soit entre C et D, c'est D moins C sur B moins A. Ok. Moi, je peux toujours le résoudre avec mon produit en croix, pourquoi pas. Une fois de plus, je vais prendre mon produit en croix. Et cette fois-ci, en fait, je sais que c'est la probabilité pour que 0 soit entre 2,25 et 2,75. Alors, quelle est la longueur du rectangle bleu? C'est 2,75 moins 2,25. Donc, c'est une largeur de 0,5. Et mon rectangle du haut, en fait, ma loi uniforme, en fait, elle ne change pas. Donc, j'ai pas grand-chose à faire. Hein. Je sais juste que 100% de la population se trouve sur un intervalle de 5 heures. C'est-à-dire que 100% des passages de mon livreur se déroulent dans les 5 heures. J'ai plus qu'à faire mon produit en croix, et tout ça va fonctionner. Mon produit en croix, cette fois-ci, hop, je vais mettre ça un petit peu là-haut,
c'est donc la probabilité pour que mon livreur vienne entre 2h25 et 2h75 après le début de la livraison. Et ça, c'est égal à 0,5 fois 1. Et le tout, je le divise par 5. Ça va être égal à 0,5 que divise 5. Et ça va être égal à 0,1. Ça veut dire effectivement qu'il y a 10% de chance pour que mon livreur vienne donc en fait entre midi et quart et midi 45. Ok, ça marche. Qu'est-ce que je demande encore dans cet exercice? Alors, 9 autres personnes de mon quartier attendent une livraison dans les mêmes conditions. On va déjà demander l'espérance de cette loi. Alors, l'espérance de cette loi, on l'a démontré, c'était tout simplement la moyenne entre la borne minimum et la borne maximum. Alors, comment je vais calculer ici l'espérance? Alors, l'espérance de x, c'est la borne maximum ou minimum plus la borne maximum, et le tout ça, j'en fais la moyenne, je le divise par 2. Donc je sais, dans ce cas-là, en fait, que mon intervalle, enfin l'intervalle de livraison, il est défini sur l'intervalle 0,5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 0 plus 5, et je vais le diviser par 2. Et je vais obtenir 2,5. Ça veut dire, dans le cadre de cet exercice, c'est 2,5, ça veut dire qu'en moyenne, le livreur va arriver 2,5, 2h30 après le début des livraisons. Et donc 2h30 après le début des livraisons, ce sera midi et demi. Ça veut dire qu'en moyenne, mon livreur va se présenter à midi et demi. Ok. Très bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que mon espérance en fait va couper, vous avez vu que ça coupait graphiquement en fait mon rectangle en deux. Ça veut dire que il y a autant de livraisons qui vont se passer, la moitié des livraisons vont se passer avant midi et demi, et la moitié des livraisons vont se passer après midi et demi. Ok? Ça marche. Donc la probabilité... Ah, c'est la question suivante. Est-ce que j'ai raison de dire qu'en moyenne, 5 personnes seront livrées avant midi 30? Alors quelle est la probabilité pour que je sois livré avant midi 30? La probabilité pour que je sois livré avant midi 30, tout simplement, je ne vais pas refaire le tour en entier, c'est que la probabilité pour que x se trouve supérieur ou égal à 0, ok, mais inférieur à midi 30, donc ça veut dire 2,5 après le début en fait de la livraison. Et ça, si je reprends mon produit en croix, qu'est-ce que ça va faire? Au numérateur, je vais toujours avoir au numérateur, je vais avoir la différence entre 2,5 moins 0, ça va faire 2,5, et je vais le diviser par la longueur de l'intervalle de la loi uniforme, qui est de 5, et ici je vais avoir 2,5 sur 5 qui est égal à 0,5. Et je retrouve cette probabilité de 0,5, c'est-à-dire que 0,5 c'est 50%, donc 50% des livraisons vont avoir lieu entre le temps 0 et le temps de 5. Ok, maintenant si jamais je suis à 10 personnes, maintenant si 10 personnes sont livrées selon la même règle que moi, eh bien cette probabilité de 0,5, en fait, je l'affecte à 10 personnes. Et donc je vais retrouver en fait 0,5 fois 10, et je vais donc récupérer effectivement que les 0,5 c'était pour une seule personne, mais si je l'affecte à 10 personnes, eh bien je vais le ramener à 10 personnes, je vais donc multiplier cette expérience par 10, et bien en fait je vais retrouver que 5 personnes, en moyenne, seront livrées avant midi 30. Voilà. Et donc j'arrive comme ça à résoudre mon exercice. Donc simplement sur un petit exercice contextualisé pour bien réutiliser en fait les propriétés de la loi uniforme, utiliser la propriété de densité, utiliser l'espérance et aussi utiliser le calcul de probabilité connaissant une loi uniforme. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on pouvait voir avec la loi uniforme, en tout cas en ce qui concerne le BTS compta-gestion. Mais si vous avez compris un petit peu cette notion d'air en fait qui va se retrouver sous la courbe de probabilité,
eh bien c'est une notion qui est très importante et qu'on va réutiliser lorsque l'on va utiliser d'autres lois continues, comme en fait la loi normale. On aura toujours un petit peu ce problème d'air, même si dans la loi normale, l'air est beaucoup plus difficile à calculer que sur une loi uniforme, mais on va rester un petit peu sur les mêmes notions. Voilà. Donc, eh bien, je vous souhaite bon courage pour bien comprendre toutes les notions de la loi uniforme, et je vous dis à bientôt pour voir ce qu'il en est de la loi normale.